Le gouvernement, à l'époque, avait adopté une politique d'endettement plutôt prudente. Et moi, personnellement, en tant qu'économiste d'abord, je me réjouis que cette politique prudente ait été maintenue. Qu'est-ce que vous avez retiré du KBM dans vos, justement, dans les panels, dans les discussions, les gens que vous avez rencontrés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, KBM, c'est une plateforme pour un dialogue entre différents opérateurs, publics, privés, les autres partenaires. Mais il est évident qu'ici, c'est une plateforme qui est bien alignée sur la dynamique économique que l'on sent dans cette province. Parce qu'on n'y vient pas pour parler de choses de manière globale, mais on y parle aussi des choses qui sont précises, qui sont concrètes, des problèmes qui se posent dans la province du Lualaba. Et c'est le mérite justement de cette plateforme qu'est le KBM. Pourquoi le Congo, pour accompagner la dynamique qu'on a actuellement, ne s'endette pas plus? Vous voyez, on parlait d'infrastructure, et finalement, le Congo, contrairement à d'autres pays africains, est très peu endetté. Et pourquoi il n'y a pas justement cette dynamique? Est-ce que vous... Voilà, Oui. C'est une question qu'on entend souvent. Pourquoi le Congo ne s'endette pas plus? D'abord, à partir de 2010, quand le Congo a obtenu l'effacement de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE, le gouvernement, à l'époque, avait adopté une politique d'endettement plutôt prudente. Et moi, personnellement, en tant qu'économiste d'abord, je me réjouis que cette politique prudente ait été maintenue. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation bien meilleure que celle de certains autres pays africains qui étaient repartis dans l'endettement et qui ont très vite touché un autre plafond du surendettement. Mais nous avons... On est à 18%. Oui, on est à 18-19%, donc on a une marge. Mais on vient de faire un test avec l'Eurobond. Le test est concluant. C'est une très bonne chose. Ça signifie que les marchés ont une certaine confiance dans l'économie congolaise. Donc, au moins, nous avons vérifié et nous savons. Maintenant, est-ce que parce que ce test a été concluant, est-ce qu'il faut qu'on se lance tout de suite dans l'endettement tout azimut? C'est pas notre position. Pourquoi? D'abord parce que nous avons localement des niches. Il y a des niches dans le pays, des niches qui peuvent permettre de financer. Il y a des ressources dormantes dans le pays, des ressources publiques dormantes, tout comme on a aussi, quand vous regardez le portefeuille des partenaires multilatéraux au développement, le portefeuille projet, vous allez trouver que le taux d'absorption de ces ressources est assez faible. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, nous avons un dispositif légal qui encadre le partenariat public-privé. Parce que l'endettement c'est pas une solution binaire, hein, où vous vous endettez ou vous ne vous endettez pas. La question, c'est plutôt, est-ce que je m'endette ou est-ce que je rentre dans un partenariat avec un privé pour partager le risque? Et la plupart des projets dont nous parlons ici, c'est comme Madame la gouverneure disait tout à l'heure dans la salle, le plaidoyer qu'elle avait fait, mais ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat d'un partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Peut-être que si à l'époque elle avait dit « je vais aller m'endetter », ses finances ne seraient peut-être pas aussi reluisantes que le sont aujourd'hui. Donc, nous avons différentes solutions et c'est la raison pour laquelle nous allons demeurer prudents en matière d'endettement. Mais ce qui est vrai, c'est que la prudence ne doit pas devenir une excuse pour retarder des projets d'infrastructure qui sont urgents. Alors, justement, je rebondis un peu sur ce partenariat public-privé. Pourquoi ne pas lancer plus de partenariats? Notamment, je pensais aux routes. Je viens d'un pays d'Afrique de l'Ouest où
on a tout privatisé. J'ai eu la chance de travailler au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire et on a tout privatisé. C'était les aéroports, les routes, etc. avec un vrai résultat que vous connaissez sans doute. Pourquoi on est ici, on n'essaye pas d'imiter ce qui marche ailleurs? Très bonne question. Et je vais vous répondre franchement. Je pense que la solution, la réponse plutôt, c'est que je pense que nous hésitons Ça se sent. à faire sur le corridor Lobito. La vraie question, c'est laquelle? C'est que du côté angolais, l'option a été levée de recruter un concessionnaire. Et de notre côté, ce qui s'est fait pour le moment, qui démarre, on est encore dans le schéma, c'est SNCC. Le bon qu'il faut faire, c'est pourquoi on ne met pas en place, on ne crée pas une SPV, c'est-à-dire on ne démantèle pas la SNCC, mais pourquoi on ne crée pas un véhicule financier qui va venir faire le travail sur un segment du long réseau de la SNCC sans nécessairement prendre la place de toute la SNCC. C'est une question, je dirais, qui a il y a certains aspects politiques, c'est dans le fonctionnement institutionnel, mais on a de bonnes indications. Comment on avance sur le port en eau profonde de Banana? Voilà, on est allé sur la voie d'un développeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous envisageons d'avancer sur Grand Inga? Du moins la première phase de Inga 3. On va recruter un développeur. Et le dispositif légal pour Inga, le gouvernement a déjà approuvé le projet de loi, un projet de loi, une loi spéciale sur Grand Inga, qui a été déposée au Parlement. Nous espérons que cette loi peut être votée au Parlement avant la fin de cette session. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Donc, il y a des indications qui montrent qu'on va dans le sens que vous souhaitez. Peut-être pas avec... C'est pas que je souhaite, c'est que le pays souhaite. Oui, je sais. Ouais. Je sais pas. Voilà. Alors, la suite de tout ça, c'est... On voit la catastrophe qu'on a vue sur les entreprises du portefeuille. 5 milliards en 10 ans, quand on manque d'écoles, quand on manque d'hôpitaux, etc., ça fait mal. Pourquoi on n'est pas plus le gouvernement? Je comprends, je connais un petit peu les freins, mais pourquoi on ne se sert pas de ça pour dire, écoutez, une société qui bouffe quasiment 100% de son chiffre d'affaires en salaire, à quoi ça sert? Allons-y. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a un discours investisseur, pro-investisseur, et puis l'État ne nettoie pas les... Vous savez, je connais bien ce dossier des entreprises du portefeuille. J'y ai travaillé pendant de longues années. Et puis j'ai eu aussi une expérience personnelle de gestion de ces entreprises. Mais je vous suggère plutôt de nous concentrer sur les exemples récents. Regardez aujourd'hui, on a eu 2 expériences dans le domaine du transport aérien. On avait lancé une compagnie Congo Airways. Et puis récemment, on a lancé Air Congo. Air Congo, partenariat avec Ethiopian. Ça pèse pas sur, je peux vous dire, ça pèse pas sur les trésors. Quand vous regardez le développement rapide de Air Congo comparé au... Bon. Et moi, je parle de moi. Je parle pas du gouvernement, je parle de moi. Moi, je regarde cet exemple avec beaucoup d'intérêt parce que, et là, je vais revenir à votre question, parce que votre question, c'est de savoir pourquoi alors vous ne sautez pas le Rubicon une fois pour toutes. Un pays comme le nôtre, il y a des, comment je dirais, il y a des liens, voilà, il y a des choses il y a des freins.
Et souvent, pour faire de bon, on a besoin d'avoir la démonstration que ça marche. Et donc, aujourd'hui, quand on va regarder, on va comparer, je vous parle de Congo Airways, j'en sais quelque chose parce que ces dernières semaines, j'ai consacré pas mal de mon temps à travailler sur Congo Airways, alors que j'ai pas besoin de consacrer mon temps à travailler sur Air Congo qui évolue bien. Donc des exemples comme celui-là, je n'en doute pas, vont permettre de donner des arguments pour dire oui, dans certains cas, faisons carrément le bon. Aujourd'hui, on a une réforme qui est en gestation, qui concerne la SNEL. Et cette réforme, qui est en gestation en 2026, avait déjà fait l'objet en 2010, si ma mémoire est bonne, en 2010, d'une note de politique gouvernementale, c'est-à-dire SNEL, séparons production, transport, distribution. Classique. Libéralisons la distribution, gardons dans le secteur privé, dans le secteur public le transport, parce qu'il y a des aspects de sécurité nationale, il y a des aspects d'équité, c'est dangereux ou c'est risqué, voilà. Le développement régional, si vous laissez ça au privé, il y a des régions qui risquent d'être totalement oubliées par le privé. Et puis, la loi de 2013 a libéralisé la production, donc ça signifie on ne tue pas la SNEL en tant que producteur d'électricité, mais la preuve, c'est qu'on a aujourd'hui de producteurs privés, de producteurs indépendants d'électricité. Mais voilà, 16 ans, pendant 16 ans, la mise en œuvre, et aujourd'hui qu'on on a ressuscité cette feuille, cette note de politique, les cris viennent d'où? D'abord, de l'entreprise. Les peurs, pour revenir à votre question, et même à la question précédente, il y a un tel niveau de peur au sein des syndicats et au sein de tous les groupes d'intérêt au sein de ces entreprises que il faut d'abord les vaincre, et la meilleure façon de les vaincre, c'est en leur disant « mais regardez, là-bas, ça marche mieux ». Peut-être que de cette manière-là. Parce que c'est le cas partout en Afrique, hein, je veux dire, ce schéma. Alors, dernière petite question qui fâche, une question sur, vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire que, très bien, le discours sur il faut investir plus, il faut transformer les matières premières, y compris les cathodes, etc. Pourquoi, d'où vient cette histoire d'avis de non, comment ça s'appelle d'ailleurs, de non-objection? D'où ça sort? À quoi ça va servir? Avis de non-objection. Vous savez, c'est sur les commerçants, voyez. Et ça, si vous voulez, c'est encore une fois, on parlait du doing business, etc. Et encore une fois, c'est du top-down. On ne sait pas d'où ça vient, à quoi ça va servir, et on rajoute une taxe de plus. Non, il n'y a pas de taxe. Enfin, si, il va falloir payer. Non, il va pas falloir payer. Il n'y a pas de Ah taxe. Ça, c'est un texte que je connais bien. Bon, alors, expliquez, parce qu'il y a eu très très peu de communication. Non, mais on démarre. D'accord. Le décret a été... On parle du commerce. D'accord. Nous avons des lois. Nous avons la loi de 1973. Et cette loi dit que le commerce, c'était une loi un peu générale, hein, exclusivement réservée aux Congolais. Oui. Cette loi n'a jamais été amendée. Et à partir de 90, on a pris une ordonnance loi sur le petit commerce pour réaffirmer la disposition de la loi de 73 réservant le petit commerce aux Congolais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas ici à Kolwezi, mais on a à Kinshasa aujourd'hui, on m'a dit, des Égyptiens, des Indiens, des Chinois qui font du porte-à-porte à la cité pour vendre des objets au détail de maison en maison. Ça tue le commerce exercé par les Congolais. Si vous allez dans certains quartiers de Kinshasa, vous avez des commerçants congolais
qui vont acheter auprès de gros importateurs pour venir vendre en détail. Et puis, ils se retrouvent en concurrence avec des opérateurs étrangers qui font partie du réseau de distribution des mêmes importateurs. Ça signifie que cet importateur, il est sur le segment de gros et il est sur le segment de détail. Il vient concurrencer au niveau du détail ceux-là même à qui il vend ces marchandises. Et c'est un peu ce problème-là que nous voulons régler. Le dispositif qu'on vient de mettre en place est un dispositif réglementaire, c'est-à-dire nous n'avons pas touché à la loi. La loi a ses ambiguïtés et c'est la raison pour laquelle nous préparons une nouvelle loi. Voilà. Mais en attendant, les ordonnances-lois qui avaient été prises à partir des 90 avaient ouvert le commerce de détail aux étrangers pour certaines branches. Les supermarchés, les hypermarchés, la vente de véhicules neufs, c'est ouvert. Et ça, nous n'avons pas changé. D'ailleurs, on est même passé de 8 à 10. Cette catégorie-là, voilà. Mais nous voulons quand même avoir au moins l'information. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce dispositif d'un avis de non-objection. Mais c'est quoi? Le décret a été clair. Montrez-nous tel document, donc le document de la société, et vous pouvez être rassuré, il n'y a rien à payer pour l'obtenir. Ça va se faire par voie digitale. Nous avons déjà, sur le site du ministère de l'économie, nous avons déjà prévu le dispositif. Ça signifie que les gens vont rentrer leurs données à partir de leur ordinateur chez eux. Et on a mis un délai, je crois c'est 30 jours. Dans les 30 jours, il doit avoir obtenu son avis de non-objection. Autrement, on considère que ça a été. Oui, quand c'est expliqué par le ministre, voilà, c'est clair. Mais voyez, c'est là où il y a quand même un problème de communication. Non, mais nous venons de démarrer nous allons démarrer une grosse opération de communication pour assurer, pour mieux expliquer, pour faire simple. Petit commerce, ça veut dire que vous n'avez comme document reconnu par l'État que la patente. C'est le document le plus facile que l'on obtient dans les communes. C'est ça que nous appelons le petit commerce, qui permet à la maman de vendre, attendez, quand même, que la maman congolaise qui vend les beignets le long de la rue ait comme concurrent un étranger qui vient également vendre les beignets dans la rue. Je crois que ça fait quand même pas... Voilà, c'est difficile à expliquer. Deuxième principe, le commerce de détail, il est réservé aux Congolais, sauf dans les 10 branches. Et les 10 branches, c'est les 10 branches où nous pensons qu'il y a de besoins en capital beaucoup plus élevés. Ça signifie, nous estimons que c'est parfois plus difficile pour les Congolais d'exercer des activités de commerce dans ces branches-là. Et donc, nous avons même été loin en disant, voilà, ce tel niveau de capital pour telle activité, 400 000 $. Je crois qu'on va jusqu'à 2 500 000 $. Bon, ceux qui ont des chaînes de supermarchés, c'est facile pour eux d'expliquer. Nous avons donné une période de 6 mois pour régulariser. Pour ceux qui exercent déjà, au moins à ce moment-là, tout le monde est en règle. Tout le monde est en règle. Maintenant, pour les nouveaux, si vous voulez rentrer dans l'une de ces 10 branches, vous allez remplir par voie digitale, vous aurez votre avis de non-objection et vous allez ouvrir votre activité. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je vais vous libérer. Je vous en prie. Merci.